Quel que soit le crime, à plusieurs reprises, la logique derrière les actes commis par le criminel ne sera claire que dans son esprit. Un endroit sombre et ordonné, par des lignes invisibles, à l'œil nu, devenant souvent complexe et difficile à comprendre. Dans le cas d'aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons voir. Nous sommes habitués à voir toutes sortes de facteurs de stress initiaux, mais maintenant je te dis qu'il y a bien plus qu'un simple facteur de stress lié à une série d'actes cruels. Dans cette vidéo, l'histoire sera racontée pendant une époque turbulente des États-Unis, où les tueurs en série étaient mis en lumière et la peur régnait. Alors, laisse déjà un like sur cette vidéo et active la cloche de notification. Je vais tout te raconter. Dans la nuit du 19/10/1970, deux patrouilleurs du département de police du comté de Santa Cruz ont remarqué une fumée dans les collines de la zone résidentielle de Soquel. Craignant le pire, ils ont rapidement appelé le corps des pompiers de Live Oak. Lorsque les pompiers se sont dirigés vers les collines, ils se sont orientés et ont constaté que l'incendie se situait au sommet de Rodeo Road, un lieu où se trouvait également la maison de luxe du chirurgien et ophtalmologiste Victor Ota. Le médecin était ouvertement connu des habitants de la région, ce qui incitait les pompiers à lutter courageusement contre le feu. Cependant, en approchant de la route menant à la résidence, ils ont aperçu une Rolls-Royce rouge et une Lincoln Continental stationnées, l'une devant l'entrée, l'autre à l'arrière. Instinctivement, ils ont compris que ces véhicules avaient été placés là intentionnellement pour retarder l'arrivée des secours. Pendant ce temps, le toit de la résidence était déjà complètement embrasé. Ainsi, l'un des pompiers a brisé la vitre de la Lincoln Continental pour la déplacer hors du chemin. Avant de commencer à combattre l'incendie, les pompiers se sont d'abord assurés qu'aucun résident ne se trouvait encore dans la maison. Une fois cela vérifié, le chef des pompiers, Ted Ballou, est parti à la recherche d'une borne-fontaine dans les environs. Il se rappela alors que la famille Ota avait récemment installé une borne dans la cour de la résidence comme mesure de sécurité. Cependant, pour l'atteindre, il dut traverser le jardin et passer près de la piscine. C'est alors que, dans un bref éclair de lumière, Ted tourna sa lampe torche vers la piscine et aperçut un corps flottant à la surface. En s'approchant, il pensa initialement que la personne s'était probablement brûlée et avait essayé de sauter dans l'eau pour se sauver. Mais le spectacle devint rapidement encore plus macabre. Au fond de la piscine, Ted distingua d'autres corps. Focalisé sur la maîtrise de l'incendie, il fut contraint de laisser de côté cette scène horrible et connecta le tuyau à la borne-fontaine. Il isola ensuite la zone et appela les autorités. Cette même nuit, les corps commencèrent à être retirés de la piscine et les enquêteurs tentèrent de comprendre ce qui s'était passé. Du sang fut découvert au bord de la piscine et les corps étaient tous bandés et attachés avec de la soie colorée. En parcourant les environs, les enquêteurs tombèrent sur une note dactylographiée déposée sur le pare-brise de l'un des véhicules de la famille. La note portait le titre « Halloween 1970 » et commençait ainsi. « Aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale commencera, menée par les personnes de l'univers libre. À partir de ce jour, toute personne ou entreprise qui abuse ou détruit l'environnement naturel sera condamnée à mort par les personnes de l'univers libre. Moi et mes compagnons, à partir d'aujourd'hui, lutterons jusqu'à la mort contre quiconque ne soutient pas la vie naturelle sur cette planète. Le matérialisme doit mourir ou l'humanité périra. » À la fin, la note était signée « Le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, le cavalier de denier et le cavalier d'épée. » La nature rituelle de l'affaire effraya les enquêteurs, qui comprirent qu'ils étaient probablement face à un groupe de criminels inspirés par la famille de Charles Manson. Lorsque la nuit touchait à sa fin, les victimes furent identifiées positivement. Le médecin Victor Ota, 46 ans, sa femme Virginia, 43 ans, leurs deux fils, Derek, 12 ans, et Taggart, 11 ans. Leur secrétaire Dorothy Cadwallader, 38 ans. Le médecin légiste déclara que chacune des victimes avait été abattue d'une balle dans la nuque avec une arme de petit calibre. Cependant, aucune douille ne fut retrouvée sur les lieux, ce qui préoccupait les autorités. Les recherches furent intensifiées dans les environs et à l'intérieur des ruines de la maison.
Certaines preuves incitèrent les experts de la police à croire que l'incendie avait effectivement été déclenché par le ou les criminels. Cependant, pour aggraver la situation, une forte pluie perturba la collecte des preuves médico-légales pendant l'enquête. Plus tard, le légiste et shérif Doug James indiqua que le Dr Victor avait été abattu de 2 balles dans le dos avec une arme de calibre 38, tandis que les autres avaient été tués d'une seule balle dans la nuque avec une arme de calibre 22. Il révéla également que les victimes étaient peut-être encore vivantes lorsqu'elles avaient été poussées dans la piscine, la cause de leur mort étant la noyade. Lors d'une conférence de presse, le shérif déclara qu'il était probable que plusieurs criminels aient participé et que l'incendie avait été déclenché pour attirer l'attention des autorités. Les journalistes établirent un lien avec les crimes d'août 1969 commis par la famille Manson. Cependant, les autorités affirmèrent qu'aucun élément sur la scène du crime ne suggérait que d'autres membres inconnus de cette famille étaient impliqués. Lorsque la rumeur qu'une note avait été trouvée sur place atteignit les journalistes, ils interrogèrent le shérif Doug James, qui répondit simplement « pas de commentaire ». Il lança ensuite un appel à témoins pour recueillir toute information concernant des faits suspects observés ce jour-là. Peu après, les enquêteurs découvrirent qu'un des véhicules de la famille, une Oldsmobile verte de 1968, avait été volé par les criminels. Les recherches menèrent les enquêteurs à Haight-Ashbury, à San Francisco, un lieu autrefois prisé par les hippies, mais aussi connu pour abriter des individus mal intentionnés. Une récompense de 25 000 $ fut envisagée pour toute information. Cependant, les médias commencèrent à attirer l'attention par des reportages et des titres affirmant « Le terrible meurtre de 5 personnes a mis le feu aux tensions latentes dans cette ville d'Oceanside ». En d'autres termes, l'opinion publique accusait les hippies d'être responsables du massacre. Les reportages s'intensifièrent, au point qu'un hippie déclara à une chaîne publique « Si le meurtrier est vraiment un hippie, il se raserait la barbe et couperait ses cheveux ». Cette théorie absurde se propagea, et les enquêteurs y adhérèrent, consacrant des ressources pour enquêter dans des communautés hippies soupçonnées d'abriter des membres radicaux. Curieusement, au cours de ces recherches, les enquêteurs découvrirent que les hippies du comté de Santa Cruz étaient en réalité effrayés par l'ampleur de l'affaire. Selon eux, le Dr Victor Ota était un homme charitable qui avait offert des soins médicaux gratuits. Cette information contredisait les manchettes des journaux, affirmant qu'il avait expulsé plusieurs hippies de sa maison et de sa piscine le jour du crime. Rapidement, les autorités du comté de Santa Cruz se retrouvèrent au milieu d'un chaos généralisé, avec de nombreuses rumeurs fausses, tandis qu'un tueur de masse restait en liberté, probablement prêt à faire d'autres victimes. Avec la panique installée, le maire de Santa Cruz à l'époque, Ernesto Whiteland, déclara que les habitants devaient rester raisonnables et permettre aux autorités de faire leur travail. En revanche, certains collègues d'Ernesto conseillèrent de déclarer la loi martiale. Ils avertirent que l'État pourrait se retrouver face à une grande catastrophe. Ernesto, cependant, répondit que cette mesure serait trop radicale pour la situation. Le mari de la secrétaire assassinée avec la famille Ota, Jackie Cadwallader, fut bouleversé par cette perte. Les journaux rapportèrent qu'il gardait son arme chargée pour repousser les journalistes déchaînés au milieu de la tragédie. Jack déclara également que le crime était probablement l'œuvre d'un des membres liés à la famille Manson. Cette déclaration causa encore plus de peur parmi les habitants locaux. Mais bien que Jack se trouvât au cœur de cette folie, il précisa que la majorité des spéculations étaient fausses et que le docteur Victor Ota n'avait jamais chassé de hippies de son porche ou d'ailleurs. La seule vérité qu'il connaissait était que sa femme, la secrétaire Dorothy Cadwallader, s'était rendue ce jour-là au bureau du docteur. Il ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait parmi les morts, surtout parce que, en 8 ans de travail pour la famille, elle n'avait jamais été appelée à faire quoi que ce soit dans la résidence. Les spéculations furent nombreuses, mais au milieu de tout cela, une bonne nouvelle émergea. Par chance, le couple Ota avait 2 filles qui ne se trouvaient pas à la maison le jour du crime. Tora Ota, 18 ans, était partie pour étudier à New York, tandis que sa sœur cadette, Lark Elizabeth, 15 ans,
se trouvait dans un internat. Toutes deux furent vues avec des proches préparant les funérailles. Pendant ce temps, une nouvelle information attira l'attention de tous. La voiture de Virginia Ota, qui avait été volée, fut retrouvée impliquée dans un accident dans le tunnel Rincon, près du parc d'État Henry Cowell, en Californie. Sur place, seule la voiture fut retrouvée et une chasse à l'homme impliquant 200 policiers commença. Les forêts voisines furent fouillées et plusieurs autres zones, comme les ravins, furent isolées pour tendre des embuscades aux criminels. Le même jour, les recherches d'empreintes digitales sur le véhicule furent jugées cruciales. Des témoins déclarèrent avoir vu 3 personnes près de la voiture et 3 ensembles de traces de pas furent retrouvés, menant les policiers jusqu'à une rivière proche du tunnel. Selon un témoin, les hommes semblaient avoir une vingtaine d'années, portaient des cheveux longs et l'un d'eux portait un sac à dos orange. Dans ce chaos, toute la vallée de San Lorenzo fut fouillée et les habitants locaux se disaient prêts à se défendre contre toute personne suspecte apparaissant dans leur jardin. Les autorités notèrent qu'il serait impossible pour les 3 suspects de s'être cachés dans l'une des maisons, et à la nuit tombée, les recherches furent suspendues. Cette semaine-là, après le massacre, la vente d'armes augmenta de 50% dans la région, les habitants exprimant ouvertement leur peur de ce qu'ils qualifiaient d'hippies fous. Parallèlement, les médias découvrirent qu'une note dactylographiée avait effectivement été trouvée sur le pare-brise de l'un des véhicules et contenait des messages radicaux. Avec cette nouvelle information, 3 hommes participant à un rassemblement de rock sur Front Street, dans un endroit appelé The Catalyst, discutèrent entre eux et décidèrent de fournir quelques informations. Le 22 octobre 1970, le procureur public Peter Chong rencontra ces hommes, mais les détails de leur conversation ne furent jamais divulgués. Cependant, le même jour, Peter publia le contenu obscur de la note retrouvée sur la scène du crime. À ses côtés, un spécialiste nommé Jason Schutz expliqua que les cavaliers mentionnés dans la note symbolisaient des forces élémentaires. Selon lui, le cavalier de bâton symbolisait la transformation du monde. Le cavalier de coupe représentait la sincérité. Le cavalier de denier faisait référence aux soins et à la quête, et le cavalier d'épée incarnait l'air, associé à l'intelligence et à la logique. Dans cette annonce, le procureur déclara que les meurtres et l'incendie semblaient avoir été planifiés. Après avoir publié le contenu de la note, les 3 mêmes hommes revinrent discuter avec lui. Lors de cette seconde conversation, ils révélèrent qu'ils connaissaient quelqu'un qui semblait avoir exprimé des idées similaires à celles de la note. Selon eux, un homme solitaire avait souvent parlé de voler ou de détruire les matérialistes. Bien qu'ils aient initialement hésité à nommer cet homme, ils finirent par partager son identité. John Linley Frazier, 24 ans, qui vivait dans une cabane sur une colline près de la résidence de la famille Ota. La mère de John, Pat Easter, possédait une propriété accueillant des étudiants universitaires et des hippies locaux. Tout le monde connaissait John comme un jeune homme végétarien qui collectionnait des armes et consommait diverses drogues. Il fut décrit comme un homme aux cheveux longs, à la barbe et de petite corpulence. Avec ces informations, des témoins apparurent pour signaler avoir vu John quitter la propriété de la famille Ota le 14 octobre 1970, quelques jours avant le crime. Il portait un chapeau de paille beige, un bonnet rouge, blanc et bleu, un pantalon foncé et un long manteau vert. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs ne purent nier que John Linley Frazier correspondait exactement à l'image que les médias avaient dessinée de l'auteur des crimes. En d'autres termes, il était probablement le coupable. Le vendredi 23 octobre 1970, les officiers Bradley Erbswen et Rodney Sanford furent envoyés à la cabane de John. Près de la cabane, ils trouvèrent un pont-levis fait de câbles et de planches, construit pour compliquer l'accès à toute personne essayant d'atteindre les lieux. Après avoir traversé ce pont, ils arrivèrent à la cabane et en forcèrent la porte, mais la trouvèrent complètement vide. Les officiers remarquèrent que l'intérieur était propre et recouvert de tapis, ce qui était surprenant pour un ermite supposément fou. La cabane se situait à environ 800 mètres de la propriété de la famille Ota. Entre les arbres entourant le site, on pouvait voir la maison. Bien que l'endroit ne montrât aucun signe indiquant que John reviendrait,
les officiers reçurent l'ordre de rester sur place pendant au moins 24 heures. Ils restèrent cachés dans la forêt environ 20 heures. Puis, vers 7h30 du matin, le samedi 24 octobre 1970, l'un des officiers remarqua que John était revenu. Quelques minutes plus tard, le duo entra dans la cabane et réveilla John, l'arrêtant sur le champ. Le suspect ne résista pas, et ses premiers mots, une fois arrivé au poste de police, furent de demander un verre d'eau. Toutefois, après l'arrestation de John Linley Frazee, aucun enquêteur ne semblait pleinement satisfait. En effet, il ne semblait pas être capable, à lui seul, d'assassiner toute une famille. C'est alors qu'un témoin se présenta pour identifier John comme la personne conduisant le véhicule de la famille Ota. 3 autres témoins confirmèrent avoir vu John marcher dans la région, tandis que 2 autres déclarèrent l'avoir vu conduire de façon imprudente dans les rues avec le véhicule. Le samedi, le juge Donald May, du tribunal municipal, accusa John de 5 meurtres. Lors de l'audience préliminaire, son avocat, James Jackson, plaida non coupable et demanda une évaluation psychiatrique. Comme preuves initiales, on présenta des empreintes digitales trouvées sur la machine à écrire de la famille Ota, ainsi que sur une canette de bière intacte dans la maison incendiée. Ces empreintes correspondaient à celles de John. Pendant ce temps, les journaux interrogeaient les autorités au sujet des 3 jeunes hommes aux cheveux longs vus près du tunnel où la voiture de la famille avait été retrouvée. Ils alléguèrent également qu'un homme seul n'aurait pas pu accomplir un tel crime. Une explication émergea alors. Selon les enquêteurs, Virginia Ota n'était pas allée chercher ses enfants à l'école ce jour-là. Ainsi, le docteur Victor Ota et la secrétaire Dorothy Cadwallader étaient sortis à des moments différents pour récupérer les enfants. En résumé, cela signifiait que les 5 membres de la famille étaient arrivés à des horaires différents à la maison, facilitant ainsi pour John l'exécution de chacun d'eux. Il semblerait que la première victime ligotée fut Virginia Ota, suivie des autres membres de la famille au fur et à mesure de leur arrivée à la résidence. Un des amis de John déclara aux journaux « Il semble être la dernière personne capable de faire une chose pareille. Il devait être à 2 endroits différents. » Ces 2 endroits faisaient référence au fait que John était autrefois un homme de famille, avec une épouse et un fils de 5 ans, et travaillait comme mécanicien dans un emploi ordinaire. Cependant, avant les crimes, il avait simplement décidé d'abandonner tout cela pour commencer une vie de hippie. Tout à coup, il ressemblait à un simple hippie. Il portait un étrange symbole autour du cou, suspendu à une chaîne. Souvent, il se promenait pieds nus, parfois même sans nom de famille. Il voulait être seul. Quand d'anciens camarades de classe furent interrogés, leurs témoignages variaient. Certains décrivaient un homme dur, d'autres affirmaient qu'il n'avait jamais posé de problème. L'ex-épouse de John, Dolores, déclara qu'elle avait aidé son ex-mari à nettoyer sa cabane et qu'un jour avant le crime, il était parti avec un pistolet chargé, une paire de jumelles et un sac à dos orange contenant des provisions. Dolores expliqua que John était fasciné par les livres de tarot, mais avant le crime, il lui avait dit qu'il n'en aurait plus besoin. Les 3 hommes ayant conduit la police à John commencèrent à recevoir des menaces. En réponse, ils firent cette déclaration. « Nous sommes tous des citoyens du comté de Santa Cruz. Nous sommes préoccupés par ce qui s'est passé ici cette semaine. Nous craignons aussi ce qui pourrait arriver si la haine et l'hostilité entre conservateurs et hippies continuaient de croître. C'est insensé de se méfier les uns des autres maintenant. » L'arrestation de John provoqua un tumulte notable, accompagné d'une campagne intense pour garantir la sécurité du prisonnier. Pour certains, le crime semblait simple et la motivation banale, mais les autorités essayaient de comprendre les véritables raisons ayant poussé le criminel à agir ainsi. Des spécialistes en santé mentale travaillaient dur pour analyser le comportement du suspect. Le 26 octobre 1970, l'avocat de la défense, James Jackson, déclara que John était mentalement instable et que ses actes auraient pu être causés par une blessure due à un accident de voiture survenu 6 mois avant le crime. Le psychologue David Marlowe rapporta que John ne pensait ni n'agissait de façon normale, mais qu'il n'avait pas pu établir ce diagnostic avec certitude. L'avocat préféra garder la déclaration d'insanité mentale comme une stratégie de dernier recours. Devant le tribunal, il affirma que les empreintes digitales trouvées sur la machine à écrire étaient des preuves non concluantes. Avant le début du procès, l'accusation n'avait pas réussi à trouver des empreintes digitales dans les véhicules, et l'ex-épouse de John ne put être utilisée comme témoin. De plus, le 3 décembre 1970, il causa un tumulte en arrivant au tribunal,
avec la moitié de sa tête et de son visage rasé, y compris un sourcil. Selon la défense, il faisait cela pour que le jury pense qu'il était fou. Le procès fut fixé au 25 janvier 1971 et lors d'une nouvelle audience préliminaire, John regarda Dolores, qui était assise sur le banc des spectateurs, et lui adressa un sourire en lui disant que tout allait bien. Après une tentative de suicide en prison, le procès fut à nouveau reporté et la défense demanda un changement de lieu, transférant alors le procès dans la ville de Redwood, à San Francisco. Le procès commença officiellement en octobre 1971 sous la supervision du juge Charles French. Le premier jour du procès, les procureurs présentèrent de nouvelles preuves impliquant des empreintes digitales. 4 semaines plus tard, le jury fut conduit à la résidence où le crime avait eu lieu. Sur place, des taches de sang étaient encore visibles. Et lorsqu'ils furent conduits à la cabane de John, celui-ci s'arrêta pour jouer avec un chien errant. Soudain, alors qu'il marchait, le criminel donna un coup de pied brutal à la tôle d'une voiture abandonnée dans la région, ce qui effraya les jurés et toutes les personnes présentes. À la fin, le jury condamna John pour 5 assassinats, mais l'avocat de la défense souleva la question de la santé mentale de John et la sentence fut reportée. Selon la défense, John avait entendu des voix de Dieu lui ordonnant de se venger des personnes qui violent l'environnement. La défense, pour démontrer l'état mental de John, expliqua ce qui s'était passé ce jour-là. Selon eux, John s'était rendu à la maison de la famille Ota, où il trouva des peaux d'animaux à l'intérieur, et neutralisa Virginia Ota, lui attachant les mains avec des foulards en soie colorée. Dans la maison, il trouva une arme de calibre 22. Lorsque Dorothy Cadwallader arriva avec DeGros, âgé de 11 ans, John les attacha également. Ensuite, Victor et son fils Derek, âgé de 12 ans, arrivèrent et furent eux aussi neutralisés. D'abord, John emmena Victor au bord de la piscine et discuta avec lui du matérialisme. Mais selon le criminel, Victor essaya de le corrompre avec des biens matériels. Irrité, John le poussa dans la piscine. Alors que Victor se noyait, John lui tira 3 balles dans le dos. Ensuite, il amena les autres membres de la famille qui étaient terrifiés par ce qu'ils avaient vu. John leur demanda s'ils croyaient en Dieu, et lorsqu'ils confirmèrent, il marcha derrière chacune des victimes et leur tira une balle à la base du cou, les tuant rapidement. Il entra ensuite dans la maison pour écrire une note à la machine à écrire, puis incendia la maison. Le psychiatre de la défense rapporte que John se contredisait dans plusieurs versions de l'histoire et souffrait de graves troubles de la pensée. Un autre psychiatre de la défense, Donald Land, affirma que John était schizophrène paranoïaque et qu'au moment du crime, il était incapable de comprendre ce qu'il faisait. Il expliqua que John se voyait comme quelqu'un de spécial, envoyé par Dieu pour sauver la Terre, et que sa femme, Dolores, avait remarqué cela dès 1969, lorsqu'ils s'étaient séparés pour vivre dans la forêt. Donald conclut en disant « Il est fou. Il est incapable d'apprécier les normes de la société. » Cependant, à un moment donné, John commença à résister à l'argument de folie et déclara qu'il ne voulait pas finir dans une institution psychiatrique, qu'il qualifia de « fabrique de fascistes ». L'accusation, en réponse, appela le psychiatre John Pescoe, qui déclara lors d'un nouveau procès que John souffrait d'un trouble de la personnalité. C'est un sociopathe, pas un schizophrène. Il apprécie ce qu'il a fait et sait que c'était mal. Je le considère comme intolérant, rusé et arrogant. Il établit ses propres règles et ignore les sentiments des autres, déclara le psychiatre. Ainsi, le 29 novembre 1971, le jury déclara John Linley Frazier coupable de 5 meurtres et le condamna à mort. Cependant, en 1972, la Cour suprême déclara la peine de mort inconstitutionnelle et la sentence fut rapidement convertie en réclusion à perpétuité. Peu de choses sont connues sur la vie de John par la suite. Il se maria et eut un enfant, mais il commença soudainement à consommer des drogues et à changer sa façon de penser. Ses comportements le menèrent à un divorce. Peu de temps après, il devint fanatique de l'écologie et quitta son emploi parce qu'il ne voulait pas contribuer à ce qu'il appelait le cycle de la mort de la planète. Il s'installa alors sur une propriété appartenant à sa mère, dans les collines de Soquel, où il vécut dans une petite cabane. Pendant son temps libre, John étudiait le tarot et devint paranoïaque.
Ses amis hippies, qui prônaient la paix et l'amour, finirent par s'éloigner de lui. Se retrouvant seul, John devint un ermite. Les rares amis qui continuaient à le voir parfois racontèrent qu'il ne cessait de se plaindre de la famille Ota, qu'il qualifiait de matérialiste qui devait être éliminé. Avant ses 5 ans, son père abandonna la famille. Sa mère, ne pouvant s'occuper de lui, l'envoya dans un orphelinat. John fuyait fréquemment et fut arrêté de nombreuses fois pour vol. Il avait aussi des antécédents de somnambulisme et d'énurésie nocturne, incontinence urinaire durant le sommeil. En 1970, après un accident, il déclara avoir reçu un message de Dieu disant que la fin du monde était proche et qu'une révolution allait survenir. Dolores raconta qu'elle avait tenté de le faire soigner, mais sans succès. Selon des spécialistes, John présentait des comportements typiques des schizophrènes paranoïaques qui s'étaient intensifiés en peu de temps. À l'époque du procès de John, les États-Unis étaient encore marqués par les crimes de Charles Manson, ce qui compliqua la compréhension de l'impact de l'état mental de John sur ces crimes. Quoi qu'il en soit, des vies furent perdues en raison de ces actes dans un état de psychose totale, ce qui rendit la condamnation à perpétuité juste. Les seules survivantes du massacre furent Tora Ota, 18 ans, et Lark Elizabeth, 15 ans, qui n'étaient pas dans la maison le jour du crime. Malheureusement, Tora lutta pendant 7 ans contre la dépression causée par la perte de sa famille. Bien qu'elle ait poursuivi ses études et se soit mariée 2 fois, elle se suicida à l'âge de 25 ans, laissant derrière elle une fille d'1 an. Lark Elizabeth, quant à elle, poursuivit ses études et obtint un diplôme de l'Université Stanford. Le 13 août 2009, John Linley Frazier, alors âgé de 72 ans, se suicida dans la prison d'État de Mule Creek, à Ione, en Californie. Avant les crimes, John était convaincu qu'il était l'apôtre Jean, mentionné dans le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Les efforts de ses proches pour le faire soigner échouèrent, entraînant la mort de 5 personnes. Le cas de John nous rappelle celui du tueur de masse Charles Whitman, qui, en août 1966, tua 16 personnes depuis la tour de l'Université du Texas. Les 2 ont été observés comme étant malades, et le traitement était une option, mais en même temps, c'était une lutte presque impossible à gagner. La réalité avait déjà été déformée et transformée en une grande mission qui devait être accomplie d'une manière ou d'une autre. Finalement, dans l'esprit de John Linley Frazier, il ne suffisait pas de simplement arrêter de conduire à cause de la pollution. Il devait aussi se débarrasser de ce qu'il percevait comme mauvais, c'est-à-dire éradiquer le mal à la racine, même si pour cela, il devait devenir le mal lui-même.